Bonjour et merci d'écouter la 50e vidéo qui sera publiée sur la chaîne PIAD Chéri. Si vous êtes nouveau ici, sachez que nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Pour la 50e vidéo, nous allons parler des municipalités par rapport à la crise de logement. Je rappelle que lors de la précédente vidéo, titrée Immigrants et crise de logement, nous avons déjà rectifié certains narratifs, un discours négatif sur les personnes immigrantes. N'hésitez pas à partager cette vidéo massivement pour permettre à beaucoup plus de personnes de faire connaissance avec les analyses, les réflexions et les données qui seront partagées dans cette 50e vidéo. Je rappelle aussi que désormais, vous avez la possibilité de cliquer sur « Joindre » pour devenir membre et ainsi donner volontairement une contribution financière dans le but d'encourager cette initiative qui consiste à rassembler et publier des analyses et des réflexions qui sont en rapport avec les trois thèmes déjà publiés. Aujourd'hui, nous allons voir le rapport entre les municipalités et la crise de logement, c'est-à-dire comment est-ce que certaines municipalités font partie du problème qui cause la crise de logement. Mais avant, si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, je vous résume rapidement les 6 principaux messages qui ont été véhiculés dans cette vidéo. Le premier message, on vous a informé que le Canada est le deuxième plus grand pays au monde avec une densité de 4 habitants par kilomètre carré, c'est-à-dire selon Statistique Canada, une population de 40 528 396 habitants pour 9 900 000 km². Deuxième message qui a été véhiculé, au lieu de considérer la croissance démographique comme un problème, nous avons plutôt démontré que c'est de préférence le faible nombre de mises en chantier ou de constructions neuves qui est en soi le problème de la crise de logement que l'on connaît au pays. Troisième message, nous avons précisé que les personnes immigrantes, qui sont d'ailleurs plus à risque d'être victimes de la crise de logement, ne peut en aucun cas être considérées comme la cause de la crise de logement. En quatrième position, dans la précédente vidéo, nous avons démontré qu'il est inapproprié de toujours considérer la personne immigrante comme seulement un consommateur jouisseur des services et des biens au pays, alors que, en fait, et surtout, la personne immigrante est un potentiel contributeur de l'augmentation, de l'amélioration des services. Et vous comprenez tout de suite que la fameuse notion capacité d'accueil est une formule creuse, sans définition, sans fondement, ni sans méthode pour parler de l'accueil des personnes immigrantes. Maintenant, venons-en à cette 50e vidéo dans laquelle nous allons expliquer comment est-ce que dans certains cas, les municipalités peuvent constituer l'une des causes de la crise de logement. D'abord, si vous ne le savez pas, sachez que selon certains domaines qui concernent les citoyens, il y a des compétences qui sont d'ordre fédéral, d'autres provinciales et d'autres municipales. Les lois provinciales peuvent accorder ou réduire certains champs de compétences qui est de l'ordre de la municipalité, soit pour accorder beaucoup plus de pouvoir, soit pour en retirer certains pouvoirs. Il y a aussi des lois provinciales qui peuvent partager certains champs de compétences avec les municipalités. Et dans ce cas-ci, retenez que les collectivités locales exercent des champs de compétences qui peuvent être partagés avec les provinces. Dans ce cas-ci, en habitation, en réseau routier, en parc, en espace naturel, ce sont des champs de compétences qui sont partagés avec les provinces, mais les collectivités territoriales aussi ont des champs de compétences qui sont exclusifs à eux-mêmes. Par exemple, le transport en commun, les pompiers, l'eau potable, l'assainissement.
l'assainissement et les matières résiduelles. Entre autres, ce sont des champs de compétences qui sont exclusifs aux administrations municipales. Vous comprenez tout de suite, pour comprendre en quoi certaines municipalités peuvent constituer l'une des causes de la crise du logement, c'est que avant de voir un immeuble à logement sortir de terre, comme on dit, avant de construire un immeuble à logement, avant même de concevoir le plan de construction, il y a différents outils réglementaires qu'il est important de regarder et de respecter. On parle de plan d'urbanisme, de règlement d'administration, de règlements d'urbanisme, de règlement de zonage, de grille de spécification, de zones de contrainte, de règlement de construction, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPCMOI, règlement concernant les dérogations mineures au règlement d'urbanisme, règlement visant à régir la démolition d'immeubles. Vous êtes fatigué, pas vrai? Ceci est une liste non exhaustive de tous les documents qu'un promoteur, qu'un particulier, qu'un constructeur doit lire, consulter et respecter strictement avant de déposer une demande de permis de construction. Si cela vous paraissait long de seulement écouter la liste non exhaustive de ces documents, imaginez le périple que doit faire un constructeur, un promoteur avant de pouvoir faire une demande de construction. Ceci vous donne une idée du poids réglementaire qui est en rapport avec la construction. C'est juste un constat. Ce n'est pas une critique pour dire que c'est trop, mais c'est juste pour vous aider à comprendre le contexte réglementaire et opérationnel qui permet de voir des immeubles sortir de terre. En plus de ces règlements, certaines villes, selon certaines situations, selon leur nombre, leur population, leur nombre d'habitants, peuvent se voir accorder des pouvoirs spéciaux en plus de ces règlements. Par exemple, la ville de Montréal a bénéficié d'un droit de préemption en cas de vente d'immeubles et de terrains. Le droit de préemption permet à la ville d'exercer un pouvoir d'obliger le vendeur à lui vendre en priorité par rapport à d'autres un immeuble ou des terrains. Par exemple, certaines villes ont le droit d'exiger d'autres critères complémentaires en plus de la liste non exhaustive que je viens de vous lire dans le cadre d'un processus de demande de permis de construction. Par exemple, la ville de Montréal annonce le déploiement en 2024 de la certification qu'elle appelle proprio responsable. C'est une nouvelle exigence en plus des exigences déjà existantes que doivent respecter les propriétaires d'immeubles de 8 logements et plus. C'est une certification qui oblige les propriétaires d'immeubles de 8 logements et plus, avant de pouvoir louer ces logements, d'obtenir une certification qu'on appelle proprio responsable. La question que vous pouvez poser, avec quel inspecteur la ville va pouvoir délivrer ces nombreux certificats de proprio responsable aux propriétaires concernés? Pendant que dans cette même ville, vous avez eu l'information qu'il y a eu des morts d'hommes dans un logement Airbnb parce que justement, par manque d'inspecteurs, cet Airbnb avait des enjeux de fenêtres de ventilation et d'évacuation en cas d'incendie. Et donc, des occupants de ce logement n'ont pas pu évacuer dans un cas d'incendie parce qu'il n'y avait pas de fenêtres conformes. Cette même ville impose de nouvelles exigences que ces mêmes inspecteurs insuffisants
devront faire respecter. Je vous laisse imaginer la procédure, le délai, les étapes opérationnelles relatives à une mise en application d'une telle nouvelle exigence, ajoutée au problème de pénurie de logements qui existe déjà. Certaines villes ont aussi des pouvoirs spéciaux d'accorder des subventions à des OBNL en habitation. Vous voyez à l'écran, par exemple, la ville de Montréal a accordé plusieurs millions à un OBNL qui prévoit de construire des logements pour étudiants. Ce survol rapide vous permet de comprendre comment est-ce que les municipalités exercent un pouvoir extrêmement important, déterminant dans le processus de construction de logements et de gestion de logements. Maintenant, voyons rapidement les principales étapes dans un processus de permis de construction. Premièrement, il y a une grave pénurie de professionnels de construction. Les promoteurs se plaignent de se trouver dans la difficulté d'engager des architectes, des technologues, des urbanistes, parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Or, avant même de déposer, pour pouvoir déposer les documents requis pour une demande de permis de construction, selon le type de logement, on n'a pas le temps pour définir les différents types de logements, mais selon les caractéristiques du projet en question, dans certains cas, c'est obligatoirement un architecte, dans d'autres cas, c'est un technologue. Et ils sont débordés. Je connais des propriétaires qui ont lancé des avis de recherche de technologues et d'architectes depuis plusieurs mois et jusqu'à aujourd'hui, parce que tous les architectes et tous les technologues contactés sont occupés, sont débordés. Et c'est la première étape dans le processus de demande de permis de construction. Deuxième élément, maintenant, les promoteurs et les contracteurs qui sont chanceux de pouvoir engager les professionnels appropriés pour préparer les documents et déposer la demande de permis de construction font face à un autre problème. Le long délai pour obtenir le permis de construction. Évidemment, vous comprenez que le délai varie d'une municipalité à une autre, d'une ville à une autre. Mais la réalité est que dans certaines villes, le délai peut aller jusqu'à 6 ans pour obtenir un permis de construction. Par exemple, à Montréal. Et c'est une augmentation de 34% depuis 2018, selon un article de Radio-Canada publié le 2 novembre 2023, récemment. Dans cette même ville où l'on se plaint de pénurie de logements. En plus du délai, c'est les différentes étapes qui comportent parfois des exigences différentes et dans certains cas contradictoires. Par exemple, à la ville de Gatineau, le processus de traitement d'une demande de permis de construction comporte 4 étapes. Vous allez voir à l'écran les 4 différentes étapes. Et chacune de ces étapes peut durer 3 mois jusqu'à 1 an. C'est-à-dire pour obtenir le permis de construction, pour passer à travers ces 4 étapes, vous pouvez compter de 6 mois jusqu'à plusieurs années pour obtenir le permis de construction, par exemple au niveau de la ville de Gatineau. Il existe certainement d'autres villes où c'est plus rapide. Il existe certainement aussi des projets pour lesquels le processus peut durer moins de temps. Autre problème lié au processus d'obtention de permis de construction, c'est le manque de communication entre les services. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les investisseurs ont l'habitude de constater que certains immeubles sont taxés comme un duplex, paient des taxes en tant que duplex, c'est-à-dire en tant que deux logements indépendants selon les taxes, mais ce même immeuble, cette même propriété est considérée comme une maison unifamiliale selon le service de l'urbanisme de la même ville, dans le même édifice le plus souvent. Je reprends pour vous. Une propriété est taxée comme un duplex, c'est-à-dire comme une propriété comportant deux logements indépendants séparés qui
donc qui pourrait être loué à deux occupants différents. La même ville comporte une autre section de l'urbanisme qui considère cette même propriété comme une maison unifamiliale et donc qui ne peut pas être louée à deux locataires différents. C'est une réalité qui est présente dans beaucoup de villes. Vous comprenez, c'est des situations, c'est un manque de communication qui ne facilite pas la résolution de certains problèmes de logement. Autre élément à considérer pour comprendre le processus d'obtention de permis de construction, les infrastructures municipales sont souvent inappropriées par rapport à des projets de densification ou par rapport à des objectifs de densification de la ville. On parle des égouts, on parle de bonnes fontaines, etc. C'est un ensemble d'éléments qui sont déterminants dans la mise en chantier, dans la construction de nouveaux logements, et donc qui sont déterminants aussi dans la crise de logement, et non pas les personnes immigrantes. Au sein même des municipalités, des villes, très souvent on repère du blocage, de l'inefficacité, de la contradiction. Par exemple, des règlements qui sont coercitifs, qui prévoient des amendes, mais qui sont inefficaces. La certification de proprio responsable pour les immeubles de 8 logements dont je viens de parler est jugée inefficace, mise en place par la ville de Montréal, qui sera déployée en 2024 selon l'annonce de la ville de Montréal elle-même, est jugée inefficace par tous les acteurs de la construction. Je reprends. Un règlement qui impose une nouvelle certification aux propriétaires d'immeubles de 8 logements et plus, ce règlement est décrié et jugé inefficace par tous les acteurs de la construction, par les propriétaires, par les constructeurs, par les entrepreneurs, par la COPI qui est une association de propriétaires. Comment une ville, une municipalité peut développer, peut amener des acteurs qui sont des partenaires à résoudre le problème, la crise de logement, si cette même ville met en place des règlements qui sont en amont décriés par tous les acteurs de ce secteur. Et ce règlement prévoit des amendes jusqu'à 250 000 $ pour un proprio de 8 logements et plus. Il y a aussi des règlements qui peuvent se révéler contradictoires. Par exemple, la ville de Montréal qui annonce le déploiement de la certification de proprio responsable pour les immeubles de 8 logements et plus, cette même ville possède 68 immeubles patrimoniaux vacants, non fonctionnels. Est-ce que la ville est elle-même un proprio non responsable? Selon un rapport d'OMHM, 79% des habitations à loyer modique à Montréal qui imposera cette certification de proprio responsable, soit 4 immeubles sur 5, sont en mauvais état ou en très mauvais état, selon les derniers chiffres de l'Office municipal d'habitation de Montréal. C'est en résumé 17 bâtiments d'habitation à loyer modique pour un total de 384 logements qui sont carrément barricadés dans cette même ville qui impose la certification de proprio responsable. 384 logements répartis dans 17 bâtiments sont carrément barricadés parce qu'ils ne peuvent pas être habités. Avez-vous compris la cohérence entre une ville qui possède tous ces bâtiments en très mauvais état, non habitables, mais qui impose une certification proprio responsable au propriétaire de sa juridiction? Est-ce qu'il y a un document de rapport qui établit un nombre élevé de propriétaires de propriétaires privés, autres que la ville de Montréal, avec énormément de bâtiments barricadés, vacants, inhabitables? Autre élément qui est souvent un frein, un problème, un facteur déterminant à la crise du logement, c'est
une approche de sanction plutôt qu'une approche de facilitation. Une approche de facilitation, c'est une approche par laquelle la ville offre les services appropriés aux acteurs de la construction pour faciliter les mises en chantier, pour faciliter l'avancement des travaux et pour permettre la mise à disponibilité de beaucoup plus de logements neufs et ou la rénovation du parc immobilier. Mais très souvent, il est rapporté, il est constaté une approche de sanction plutôt qu'une approche de facilitation. Je vous ai parlé de la fameuse amende qui peut aller jusqu'à 250 000 $ pour la fameuse certification proprio-responsable. Mais il y a un article qui fait état d'arrêt de travaux de projets de logement de 830 logements à l'intérieur desquels sont prévus 140 appartements communautaires, alors que la ville de Montréal fait face à un creux historique, le pire creux historique en termes de mise en chantier depuis 1980. La même ville qui fait face à une grave crise de pénurie de logements, la même ville qui fait face à un creux historique de disponibilité, de mise en chantier, la pire depuis 1980, cette même ville émet des arrêts de construction dans le cadre d'un projet qui prévoit la construction de 830 logements neufs, dont 140 appartements communautaires. Vous l'avez compris, j'ai soulevé ici, dans cette 50e vidéo, des éléments qui démontrent comment il existe non pas des personnes immigrantes comme responsables de la crise de logement, mais plutôt des facteurs structurels et conjoncturels à l'intérieur des municipalités et des villes qui peuvent constituer des éléments de blocage et qui peuvent empêcher de résoudre la crise du logement qui nécessairement doit passer fondamentalement par la mise à disponibilité de beaucoup plus de logements neufs et de logements sociaux. La crise du logement est réelle, elle frappe fort, elle concerne tout le monde, toute la société. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'est pas efficace de considérer les personnes immigrantes comme un bouc émissaire à la crise du logement pour exiger des politiques anti-immigrants, mais plutôt, ce serait important que les provinces, comme vient de faire l'Ontario, prennent des dispositions légales pour obliger, pour inciter les villes et les municipalités à prendre des mesures et des dispositions qui peuvent au contraire faciliter les mises en chantier, la densification, accompagner de manière beaucoup plus efficace les constructeurs et les entrepreneurs, tous les acteurs dans le domaine de la construction. C'est aussi important que les villes et les municipalités prennent des dispositions pour innover, transformer leurs services, adapter leurs services et modifier des outils réglementaires qui se révèlent des contraintes pour faciliter beaucoup plus de construction. Il est aussi important que les villes et les municipalités cessent de projeter une image, un comportement d'institution anti-propriétaire, mais plutôt une posture de leader pouvant rassembler tous les acteurs du domaine de la construction pour faciliter la mise en chantier, beaucoup plus de mise en chantier, pour faciliter les rénovations du parc existant, pour aider les acteurs ensemble à répondre à la crise du logement. Parce que même si on tape sur les personnes immigrantes comme bouc émissaire, cela ne résoudra pas le problème de la crise de logement. Dans cette 50e vidéo, nous avons pris soin de vous montrer quelques aspects au sein des villes et des municipalités qui peuvent constituer des facteurs importants dans la crise de logement que nous connaissons. Vous demandez certainement quel est l'impact du taux d'intérêt sur la crise de logement
quels sont les impacts des différentes taxes municipales, scolaires, taxes de redevance, de parcs, etc. sur la crise du logement. Pour ne pas être trop long, je vous annonce qu'il y aura d'autres vidéos dans lesquelles nous allons aborder ces aspects, c'est-à-dire l'impact des taux d'intérêt qui sont très élevés, vous le savez, sur la crise du logement, et aussi l'impact des différentes taxes qui existent, les taxes immobilières, l'impact de ces taxes sur la crise immobilière. Ça a été un plaisir d'apporter ces éléments de réflexion. Merci à notre équipe technique qui vous permet de regarder depuis chez vous cette 50e vidéo. Merci à nos abonnés. Au moment d'enregistrer cette vidéo, nous étions à près de 1500 abonnés. Merci aux membres VIP, c'est-à-dire ceux qui non seulement sont abonnés, mais aussi ont cliqué sur « Joindre » pour apporter une contribution financière régulière permettant de manifester leur support, leur soutien à cette initiative. Merci à ceux qui regardent cette vidéo, qui ne sont pas encore abonnés, mais qui vont le faire et qui vont devenir membres. Merci à ceux qui nous encouragent en nous envoyant de façon publique ou privée leurs commentaires et des propositions de sujets pour la chaîne. Vous le savez déjà, avant de vous laisser, prenez soin de vous-même. Votre bien-être est votre plus grand bien. Si pour votre bien-être, vous devez bouger, déplacer de votre ville, de votre municipalité, immigrer au-delà du narratif anti-immigrant, n'hésitez pas une seconde parce que votre bien-être est votre plus grand bien. Prenez soin de votre chez vous, de votre logement, même si dans cette vidéo, on vient de voir qu'il y a vraiment un problème d'entretien d'habitation à loyer modique dans certaines villes, mais vous, en tant que particulier, prenez soin de vous-même parce que votre vous-même est... Prenez soin de votre chez vous parce que votre chez vous est déterminant dans la qualité de votre vie. Et enfin, prenez soin de...